Le régime de Kiev a longtemps présenté la région fortifiée de Kharkiv comme une forteresse imprenable. Ce n'était pas simplement une ville, mais un système de défense multicouche et profondément échelonné, dans la création duquel des ressources colossales et près de 10 ans de travaux d'ingénierie ont été investis. Sa base reposait sur une doctrine de défense statique hermétique, conçue pour épuiser l'ennemi attaquant dans des batailles de position visqueuses. La première ligne, connue sous le nom de rempart de Volchansk, était une chaîne de points d'appui, reliés par des tranchées à profil complet et couverts de champs de mines continus. La densité de minage dans certaines zones atteignait 25 mines anti-chars et anti-personnel par 1 km². Elle était suivie de la deuxième ligne principale qui traversait la périphérie de l'agglomération urbaine, Tsirkouni, Liptsi, Rouskaya, Lozovaya. Ici, la base de la défense était constituée de points de tir permanents, de bunkers en béton enterrés et de véritables villes souterraines capables de résister à des impacts directs de l'artillerie lourde. La garnison de la ville, qui comptait jusqu'à 75 000 hommes à son apogée, était composée des unités les plus motivées et les mieux préparées, y compris une unité de formation nationaliste qui jouait le rôle de détachement de barrage. L'ensemble du tissu urbain avait été préparé à l'avance pour la conduite de combats de rue. Les étages inférieurs et supérieurs des bâtiments étaient transformés en points de tir. Des brèches avaient été percées entre les maisons pour permettre le déplacement secret du personnel et les sous-sols étaient regroupés en un réseau unique d'abris et d'entrepôts. Les principaux nœuds de transport, les ponts et les sites industriels avaient été minés et préparés à la destruction. Le système d'approvisionnement reposait sur deux principales lignes de chemin de fer et plusieurs routes automobiles venant de l'ouest qui étaient considérées comme étant solidement protégées des tirs. Le commandement ennemi était convaincu que toute tentative d'assaut direct entraînerait des pertes inacceptables pour l'attaquant et serait étouffé aux abords lointains. Il préparait une défense frontale, supposant que le commandement russe agirait selon un schéma, s'engageant dans des combats sanglants pour chaque point d'appui. C'est précisément cette confiance en sa propre invulnérabilité et son attachement à une défense statique qui sont devenus le talon d'Achille de l'ensemble du groupement de Kharkiv. Les analystes de l'état-major général russe, après avoir étudié la structure de la défense, sont arrivés à une conclusion sans équivoque. Prendre d'assaut cette forteresse de front, c'est jouer selon les règles de l'ennemi. Au lieu de cela, une décision a été prise qui a changé le cours de toute la campagne, ne pas percer le mur, mais le priver de ses fondations. Le plan ne consistait pas à prendre d'assaut, mais à isoler complètement la zone opérationnelle, puis à l'étouffer méthodiquement. Cela exigeait un niveau de coordination extrêmement élevé, de la surprise et des tactiques non conventionnelles qui brisaient complètement la doctrine défensive de l'ennemi. L'opération de création du chaudron de Kharkiv n'a pas commencé par le fracas des canons sur la ligne de front, mais par un travail silencieux et minutieux dans les états-majors et les centres de renseignement. La forteresse devait tomber sans même entrer dans une bataille décisive pour ses murs. Elle devait suffoquer. La clé du succès de toute opération militaire moderne est la supériorité de l'information. Avant que le premier char ne bouge, les services de renseignement russes ont effectué un travail titanesque pour dévoiler l'ensemble du système de défense du groupement de Kharkiv. Il s'agissait d'une activité complexe à plusieurs niveaux qui a regroupé les efforts des services de renseignement spatial, aérien, radioélectronique et de renseignement humain en un seul point d'information. Les satellites de renseignement optique et radar ont enregistré pendant plusieurs mois, avec une précision métrique, la construction de nouvelles fortifications, l'emplacement des entrepôts de munitions et de carburant et lubrifiants. Une attention particulière a été accordée à l'analyse des signatures thermiques, ce qui a permis d'identifier les postes de commandement masqués et enterrés où une activité accrue était observée la nuit. Des drones de type Orlan 30 et Forst ont plané au-dessus des positions ennemies pendant des jours, assurant une transmission continue en temps réel. Leurs données ont permis non seulement d'affiner la carte des points d'appui, mais aussi de dévoiler le système de rotation des unités, le calendrier d'approvisionnement en vivres et en munitions.
Cela a permis de comprendre le rythme de vie de la garnison, ses points faibles et ses fenêtres temporelles. Parallèlement, les complexes de renseignement radio-électronique Thorn et Taran étaient à l'œuvre. Ils étaient chargés de localiser les nœuds de communication, de dévoiler les fréquences sur lesquelles travaillaient les états-majors des brigades et des bataillons et d'analyser l'intensité des échanges radio. Cela a permis d'établir un schéma précis du système de commandement et de contrôle des troupes ennemies, d'identifier les nœuds clés dont la mise hors service pouvait paralyser l'ensemble de la défense. Mais les informations les plus précieuses provenaient du réseau d'agents infiltrés dans les structures ennemies et travaillant avec la population locale pro-russe. Ce sont précisément ces personnes qui ont transmis des informations sur l'état moral et psychologique des soldats, sur les conflits entre les commandants, sur le nombre réel de matériel apte au combat. Ils ont signalé le minage d'infrastructures civiles, ce qui a permis d'éviter de nombreuses victimes parmi la population civile par la suite. Toutes ces informations ont afflué vers un centre d'analyse unique où un modèle numérique de la région fortifiée a été créé sur cette base. Les données ont été superposées les unes aux autres, les incohérences ont été mises en évidence, vérifiées et revérifiées. En conséquence, au début de l'opération, le commandement russe disposait d'une image pratiquement complète de ce qui se passait à l'intérieur de la forteresse de Kharkiv. Non seulement l'emplacement et les effectifs étaient connus, mais aussi l'état de préparation au combat réel de chaque unité. Les principales artères d'approvisionnement ont été dévoilées et les points les plus vulnérables sur les flancs, où la défense était la moins dense, ont été identifiés. C'est précisément ce contrôle total de l'information qui a permis de renoncer au plan standard d'assaut frontal. Il est devenu évident que la défense de l'ennemi, puissante en façade, était fragile dans sa base. Elle était conçue pour repousser une attaque de front et n'était absolument pas préparée à des actions de démantèlement rapide en profondeur. Les services de renseignement ont fourni aux chirurgiens de l'état-major général un atlas anatomique précis montrant où et comment pratiquer les incisions. À l'aube du 14 octobre 2025, une frappe massive d'artillerie et aérienne a été lancée sur les positions ennemies. Cependant, elle ne visait pas les points d'appui avancés, mais les centres de commandement, les nœuds de communication et les entrepôts dans la profondeur opérationnelle. L'ennemi s'attendait au début de l'assaut, mais a plutôt subi une paralysie de son système de commandement. Immédiatement après, les forces principales se sont mises en mouvement. 2 puissants coins blindés concentrés sur les flancs nord et sud de l'arc de Kharkiv. Leur tâche ne consistait pas à percer la défense au sens classique du terme, mais à l'encercler rapidement. Au nord, le groupe de frappe, composé d'unités de la première armée de chars de la garde, a commencé à se déplacer non pas vers Kharkiv elle-même, mais en la contournant en direction de l'ouest vers la localité de Bohodukov. Une tactique d'infiltration a été utilisée. Au lieu de s'engager dans des combats pour les principaux points d'appui, les détachements avancés sur des véhicules blindés légers trouvaient les jonctions entre les zones de défense des bataillons et se précipitaient dans les brèches créées. Ils étaient suivis par les forces principales qui bloquaient les nœuds de résistance restant à l'arrière. L'ennemi, dont le système de commandement avait été perturbé, n'a pas pu évaluer correctement la direction de la principale frappe. Les réserves ont commencé à s'agiter, s'attendant à une attaque sur la ville depuis le nord, alors que les troupes des Russes les contournaient déjà par l'ouest. Simultanément, sur le flanc sud, depuis Tchouhouiv, un deuxième groupe de frappe a commencé à agir. Sa tâche était une manœuvre d'encerclement similaire dans le but d'atteindre le nœud de transport dans la région de la ville de Merefa. Ici, le relief était plus complexe, mais la tactique restait la même. La vitesse et l'assaut, l'ignorance des foyers de résistance secondaires afin d'atteindre l'objectif principal de l'interception des communications clés. Au cours des 48 premières heures de l'opération, les 2 coins blindés, soutenus par l'aviation de l'armée et les tirs d'artillerie à longue portée, ont mené à bien les tâches qui leur avaient été confiées. Le groupe Nord a coupé la voie Litok-Ferré et l'autoroute Kharkiv-Soumy, et le groupe Sud a pris le contrôle des tirs de la route menant à Poltava et Dnipro.
La garnison de Kharkiv n'était pas encore complètement encerclée, mais avait déjà été privée des principales voies d'approvisionnement et de la possibilité de manœuvrer les réserves. Les flancs, que le commandement des forces armées ukrainiennes considérait comme des directions secondaires, sont soudainement devenus décisifs. L'ensemble du système de défense complexe et coûteux, construit pour repousser une attaque frontale, s'est avéré inutile. L'ennemi tenait toujours ses bunkers en béton et ses champs de mines, mais s'est retrouvé dans un sac opérationnel. Les troupes russes n'ont pas pris d'assaut le mur, elles l'ont simplement contourné, commençant à refermer l'anneau à l'arrière profond. Il s'agissait d'un exemple classique de combat de manœuvre moderne, où ce ne sont pas la puissance de feu et les effectifs qui jouent un rôle décisif, mais la rapidité de la prise de décision, la surprise et la capacité d'imposer sa volonté à l'ennemi. La première étape de l'étranglement a commencé. Une fois que les groupes terrestres ont réussi à couper la garnison de Kharkiv des forces principales, le rôle clé dans l'opération est passé aux forces aérospatiales russes. L'étape du blocus aérien a commencé, dont le but était de cesser complètement tout approvisionnement du groupe encerclé et de réprimer sa volonté de résistance. L'outil principal est devenu les bombes aériennes planantes d'un calibre de 500 à 1500 kg équipées de modules universels de planification et de correction. Les bombardiers de première ligne Su-34, sans entrer dans la zone d'action de la défense aérienne ennemie à courte portée, larguaient ces munitions à une distance de 50 à 70 km. Les cibles prioritaires étaient les ponts et les traversées restants sur les rivières Oudi et Lopan. En quelques jours, tous les ponts fixes ont été mis hors service par des frappes ponctuelles, ce qui a finalement transformé la ville en une île isolée. Toute tentative de l'ennemi de construire des ponts de ponton était immédiatement réprimée par des frappes répétées. L'étape suivante a été la destruction systématique des nœuds ferroviaires et des grandes gares de triage sur le territoire contrôlé par l'ennemi à l'ouest de Kharkiv. Cela l'a privé de la possibilité d'acheminer des réserves et des munitions, même vers le contour extérieur de l'encerclement. Parallèlement, une chasse aux systèmes de défense aérienne était en cours. Les avions de détection radar à longue portée A-50U dévoilaient les positions des systèmes de missiles anti-aériens Buk et S-300, après quoi ils étaient frappés par des missiles anti-radar KH-31PD ou des munitions de flânerie Lancet. Au cours de la première semaine de l'opération aérienne, la défense aérienne ennemie dans la région de Kharkiv a pratiquement cessé d'exister en tant que système unique, ne conservant qu'une défense localisée à l'aide de systèmes de missiles anti-aériens portables. Cela a permis à l'aviation d'assaut russe, aux avions Su-25 et aux hélicoptères Ka-52 de commencer à travailler directement au-dessus des positions ennemies. Leur cible était les points d'appui, les concentrations de véhicules blindés et les batteries d'artillerie qui tentaient de tirer sur les troupes en progression. L'utilisation de missiles guidés Vikr et Disdelier 305 assurait une grande précision de frappe, minimisant les risques pour les infrastructures civiles. Le blocus aérien a également eu un puissant effet psychologique. La présence constante d'avions russes dans le ciel, les explosions incessantes et la prise de conscience d'un isolement total ont miné le moral de la garnison encerclée. L'ennemi a été privé non seulement de munitions, de carburant et de médicaments, mais aussi d'espoir de sauvetage. Toute colonne tentant de percer vers la ville ou d'en sortir était immédiatement détectée depuis les airs et détruite. Les forces aérospatiales russes ont créé au-dessus de Kharkiv une zone d'exclusion aérienne pour l'ennemi, la transformant en une zone de contrôle total des tirs pour elle-même. Cette phase de l'opération a clairement démontré que dans la guerre moderne, le contrôle de l'air est synonyme de contrôle du champ de bataille. N'ayant pas la possibilité de faire décoller son aviation et ayant été privé du parapluie de la défense aérienne, un groupe de 75 000 hommes était condamné. L'étouffement aérien a fonctionné parfaitement, transformant la forteresse en un piège mortel. Parallèlement à la destruction par le feu et au blocus terrestre, un front de lutte radio-électronique invisible, mais non moins important, s'est déployé. Le succès de l'opération de Kharkiv aurait été impossible sans la domination totale des complexes de guerre électronique russes dans les airs.
Ce sont précisément eux qui ont assuré la désorganisation et l'effondrement ultérieur du système de commandement ennemi. Dès les premières minutes de l'opération, des complexes de guerre électronique de niveau stratégique, Mourmansk-BN, ont été utilisés, qui ont créé des interférences dans la gamme des ondes courtes sur des centaines de kilomètres autour de la zone des hostilités. Cela a perturbé la communication des états-majors de niveau opérationnel et stratégique des forces armées ukrainiennes avec le groupe encerclé. Le commandement à Kiev est devenu aveugle et sourd, ne recevant que des informations fragmentaires avec un énorme retard. Au niveau tactique, les complexes Krasukha 4 et Diva étaient à l'œuvre. Leur tâche principale était de supprimer les stations radars aéroportées des avions ennemis, y compris les avions de reconnaissance et les porteurs de missiles de croisière. Les canaux de commandement des drones de type Bayraktar ont également été bloqués. En conséquence, l'ennemi a été privé de la possibilité de mener une reconnaissance aérienne efficace et de lancer des frappes aériennes. Le ciel au-dessus de Kharkiv est devenu totalement opaque pour ses moyens d'observation. Une mention spéciale mérite la lutte contre le système de communication par satellite Starlink, sur lequel reposait tout le commandement tactique des forces armées ukrainiennes. Les complexes mobiles de guerre électronique, y compris les derniers développements, ont créé dans les zones clés ce que l'on appelle des coupoles de suppression. À l'intérieur de ces zones, les terminaux Starlink perdaient la communication avec les satellites, ce qui entraînait une paralysie totale des communications au niveau des compagnies et des bataillons. Les unités ne pouvaient pas coordonner leurs actions, demander un soutien d'artillerie, effectuer l'évacuation des blessés. Le commandement centralisé s'est désintégré en de nombreux foyers de résistance isolés. De plus, les complexes JTEL et Layer 3 menaient un travail actif pour supprimer les communications cellulaires dans les normes GSM. Cela a non seulement perturbé la communication entre les unités qui tentaient d'utiliser des téléphones portables ordinaires, mais a également coupé les soldats de la communication avec leurs proches, ce qui a renforcé leur sentiment d'isolement et de désespoir. La suppression n'était pas effectuée par un champ continu, mais de manière sélective. Les moyens de renseignement radioélectronique dévoilaient les fréquences de travail de l'ennemi, après quoi une interférence ciblée était placée sur celle-ci. Parallèlement, l'interception et le déchiffrement des conversations qui parvenaient malgré tout à passer à travers le barrage d'interférences étaient effectués. Cela a donné au commandement russe des informations précieuses sur les plans de l'ennemi, ses problèmes et son état moral en conséquence de l'application complexe des moyens de guerre électronique. Le système de commandement du groupe de Kharkiv a été non seulement perturbé, mais complètement détruit. L'ennemi a été plongé dans un chaos informationnel, incapable de commander ses troupes ou de recevoir des ordres du commandement supérieur. Cela est devenu l'un des facteurs décisifs qui ont prédéterminé la chute rapide de la forteresse imprenable. La bataille de Kharkiv a été gagnée non seulement par le feu et l'acier, mais aussi par les ondes invisibles dans les ondes radio. Une fois que l'anneau d'encerclement s'est refermé et que le blocus aérien est devenu impénétrable, la phase de nettoyage méthodique de la banlieue et de la périphérie de Kharkiv a commencé. Le commandement russe a consciemment renoncé à la tactique d'assaut massif et d'attaque frontale contre les zones fortifiées, qui aurait entraîné de lourdes pertes et destructions. Au lieu de cela, une tactique appelée les 1000 coupures a été appliquée. Son essence résidait dans les actions de petits groupes d'assaut hautement mobiles qui ne s'engageaient pas dans des combats prolongés, mais s'infiltraient au plus profond des défenses ennemies, infligeant des frappes courtes et douloureuses sur les endroits les plus vulnérables. La base de ces groupes était constituée de combattants expérimentés des forces spéciales et des unités d'assaut des troupes aéroportées renforcées par des équipes de lance-flammes RPO HMEL et des opérateurs de drones. Chaque groupe agissait de manière autonome, ayant une tâche claire pour les prochaines heures. Leur objectif principal n'était pas la prise de territoire en tant que telle, mais la destruction de la main-d'œuvre et du matériel de l'ennemi, la perturbation de sa logistique et la désorganisation de la défense. Les troupes d'assaut n'attaquaient pas les points d'appui de front.
Au lieu de cela, il les contournait par des itinéraires discrets, utilisant souvent des communications souterraines ou des zones cyanes vertes, et attaquait par l'arrière ou le flanc. En premier lieu, les postes de commandement et d'observation, les entrepôts de munitions et les positions de mortiers étaient détruits. Les drones FPV devenus les yeux et le long bras des groupes d'armes d'assaut délogeaient les nids de mitrailleuses dans les bâtiments, frappaient les véhicules avant de blinder dans les abris et détruisaient les groupes d'infanterie qui tentaient de contre-attaquer. Après avoir frappé, le groupe se retirait immédiatement, se retranchant sur la ligne atteinte, l'ennemi subissait des pertes. Sa défense s'effondrait progressivement, mais il ne pouvait pas entrer en contact décisif avec la masse principale des attaquants, car elle n'existait tout simplement pas. C'était une guerre d'usure dans laquelle l'initiative appartenait entièrement aux unités russes. Un point d'appui privé de commandement, de munitions et subissant des pertes était bloqué de plusieurs côtés. Après cela, l'artillerie et l'aviation commençaient à travailler dessus, forçant la garnison restante à se rendre. Ce n'est qu'après cela que des unités de fusiliers motorisés entraient dans la position, l'occupant sans combat. Ainsi, quartier après quartier, zone industrielle après zone industrielle, les troupes russes resserraient l'anneau autour du centre-ville, minimisant leurs propres pertes. Cette tactique exigeait un niveau de préparation individuelle extrêmement élevé des combattants, une cohésion et une excellente communication au sein des groupes. Elle était totalement opposée aux assauts massifs et sanglants que pratiquait le commandement des forces armées ukrainiennes. Les 1000 coupures sont un travail chirurgical où chaque incision est vérifiée et précise. L'ennemi, qui se préparait à une bataille à grande échelle face à face, n'était pas prêt à une telle manière de mener la guerre. Sa défense, conçue pour repousser des frappes puissantes, s'est effondrée sous de nombreuses attaques petites, mais extrêmement efficaces. Ce n'était pas un assaut, mais un étranglement par un serpent qui privait lentement mais inexorablement l'ennemi de ses forces et de sa volonté de résister davantage. La création d'un chaudron n'est que la moitié du travail, la tâche beaucoup plus difficile est de le maintenir et de l'éliminer. L'opération de Kharkiv est devenue un exemple classique de la résolution réussie de cette tâche grâce à la création de 2 fronts d'encerclement indépendants mais interdépendants, interne et externe. Le front interne était un anneau de blocus dense directement autour de l'agglomération urbaine de Kharkiv. Sa tâche était de resserrer méthodiquement le chaudron, d'empêcher le groupe encerclé de percer vers l'extérieur et de le diviser progressivement en foyers de résistance distincts et isolés les uns des autres. Ici, des unités d'assaut utilisaient la tactique des 1000 coupures, l'artillerie et l'aviation de l'armée. La densité des troupes sur l'anneau interne était maximale, ce qui assurait une isolation fiable de la garnison ennemie. Cependant, le rôle clé dans le succès de l'ensemble de l'opération a été joué par le front externe d'encerclement. Il a été créé à une distance de 30 à 50 km à l'ouest de Kharkiv et représentait un système de défense mobile et manœuvrable. Sa tâche était diamétralement opposée. Ne pas permettre à l'ennemi de débloquer son groupe encerclé. Le commandement des forces armées ukrainiennes, réalisant la catastrophe, a jeté dans la bataille toutes les réserves stratégiques disponibles, y compris plusieurs nouvelles brigades mécanisées retirées d'autres directions. Ces troupes ont entrepris une série de tentatives désespérées pour percer un couloir vers Kharkiv. Le commandement russe avait prévu un tel scénario. Le front externe n'était pas une ligne de défense continue. Il était composé de nœuds de résistance préparés à l'avance sur les hauteurs clés et les nœuds de transport, ainsi que de puissantes réserves anti-chars mobiles. Lorsque les colonnes ennemies commençaient leur offensive, elles étaient d'abord traitées par l'artillerie à longue portée et l'aviation. Ensuite, à l'approche des lignes de défense, elles tombaient sous les frappes latérales des unités blindées et de fusiliers motorisés russes qui agissaient à partir d'embuscades. La tactique des sacs de feu a été utilisée lorsque les unités ennemies en progression étaient délibérément autorisées à pénétrer profondément dans la défense sur plusieurs kilomètres, après quoi elles étaient frappées simultanément de tous les côtés. Les batailles clés se sont déroulées dans la région des localités de Lyubotin. L'ennemi, subissant d'énormes pertes en véhicules blindés et en main-d'œuvre,
a tenté à plusieurs reprises de percer la défense russe, mais toutes ces attaques ont été repoussées. Le front externe d'encerclement a résisté à toutes les frappes. Cela a permis aux troupes du front interne de s'occuper calmement et méthodiquement de l'élimination de la garnison de Kharkiv, sans se laisser distraire par les menaces extérieures. La création de 2 fronts d'encerclement est la plus haute expression de l'art opérationnel. Elle a démontré la capacité de l'état-major général russe non seulement à planifier des opérations complexes à plusieurs étapes, mais aussi à prévoir les actions de riposte de l'ennemi, alors que les véhicules pontés blindés des forces de déblocage brûlaient sur le contour externe. Les appels à la reddition se faisaient de plus en plus forts sur le contour interne. Le sort de Kharkiv a été décidé non seulement dans ses rues, mais aussi dans les champs, loin à l'ouest, où se sont éteints les derniers espoirs du régime de Kiev de sauver son plus grand groupe. Lorsque le chaudron a été scellé de manière fiable et que les tentatives de déblocage ont échoué, le moment est venu de la frappe décisive, la frappe contre le moral de l'ennemi. Le commandement russe a lancé une opération d'information et psychologique à grande échelle, dont le but était de forcer la capitulation sans effusion de sang inutile dans les quartiers de la ville. Il ne s'agissait pas simplement de propagande, mais d'un travail ciblé, basé sur la situation réelle. La vérité est devenue l'arme principale. Par le biais de puissantes stations de diffusion sonore installées sur le périmètre de l'encerclement, les soldats des forces armées ukrainiennes ont été informés de l'échec des frappes de déblocage, des pertes des réserves, du contrôle total des forces aérospatiales russes sur le ciel. Les appels d'officiers capturés de leurs propres unités ont été diffusés, confirmant l'absurdité de toute résistance supplémentaire. Des centaines de milliers de tracts ont été largués sur les positions ennemies. Leur contenu était extrêmement concret. Instructions pour se rendre, garantie de sauvegarde de la vie et de traitement humain conformément aux conventions internationales. Des tracts séparés étaient adressés aux commandants, leur expliquant la responsabilité pénale pour l'exécution d'ordres criminels de résistance jusqu'aux derniers soldats. Les technologies modernes ont également été activement utilisées. À l'aide de complexes Layer 3, des SMS ont été envoyés au téléphone portable des militaires encerclés. Votre commandant s'est enfui. Votre gouvernement vous a abandonné. Déposez vos armes et sauvez votre vie. Parallèlement, un travail a été mené auprès de la population locale prise en otage par le régime de Kiev. Des informations sur les couloirs humanitaires pour les civils, sur l'emplacement des points d'aide médicale ont été diffusées par des canaux radio protégés. Cela a privé l'ennemi de la possibilité d'utiliser des civils comme boucliers humains. L'opération psychologique était basée sur le contraste. D'une part, la destruction impitoyable de toute cible militaire tentant de résister. D'autre part, une offre de vie et de sécurité à ceux qui sont prêts à déposer les armes. Cette approche a rapidement porté ses fruits. L'agitation a commencé dans les rangs de la garnison encerclée. Les soldats, coupés de la communication, privés d'approvisionnement et voyant la domination totale des troupes russes, ont commencé à prendre conscience de l'inutilité de leur situation. Les premiers à se rendre ont été les combattants de la défense territoriale, mobilisés de force et n'ayant pas une grande motivation. Ils sortaient par petits groupes avec des drapeaux blancs sur les itinéraires indiqués dans les tracts. Leur exemple s'est avéré contagieux, l'information sur le traitement humain en captivité s'est rapidement répandue parmi les encerclés. Le point culminant de l'opération a été l'ultimatum officiel présenté au commandement du groupe de Kharkiv. Il exposait clairement les conditions de la capitulation et indiquait l'heure après laquelle une frappe serait lancée contre les foyers de résistance restants avec toute la puissance de feu disponible. L'ultimatum n'était pas une menace, mais une simple constatation des faits. L'ennemi n'avait pas le choix. La pression psychologique, basée sur la vérité et la démonstration de la force, s'est avérée au moins aussi efficace que les obus et les bombes. Elle a sauvé des milliers de vies, tant celles de soldats russes que celles de militaires ukrainiens trompés. L'ultimatum présenté est devenu la dernière goutte qui a fait déborder la coupe de la patience et du désespoir
à l'intérieur du chaudron de Kharkiv. Le système de commandement ennemi, déjà désorganisé par les actions des moyens de guerre électroniques et les frappes ponctuelles contre les états-majors, s'est finalement effondré. Le commandement supérieur du groupe, se trouvant dans de profonds bunkers souterrains, a continué à donner des ordres fanatiques de résistance jusqu'à la dernière cartouche, perdant complètement le contact avec la réalité et avec ses troupes. Cependant, au niveau des bataillons et des brigades, la situation était différente. Les officiers subalternes et moyens, se trouvant directement sur les positions, ont vu la situation réelle. L'absence de munitions, le grand nombre de blessés auxquels il était impossible d'apporter de l'aide et l'absence totale de perspective. Les soldats étaient épuisés physiquement et moralement. Les ordres de Kiev de tenir bon ne suscitaient plus l'obéissance, mais une sourde irritation. Des mutineries ont éclaté dans plusieurs unités, les mobilisés ont refusé d'exécuter les ordres et dans certains cas ont même désarmé les officiers des formations nationalistes qui tentaient de les forcer à se battre. C'est à ce moment que les commandants de l'échelon tactique ont commencé à assumer la responsabilité, comprenant que toute résistance supplémentaire ne conduirait qu'à la mort d'insensés de milliers de subordonnés. Ils ont commencé à contacter les troupes russes sur les fréquences radio ouvertes qui étaient indiquées dans les tracts. Le premier à déclarer sa volonté de déposer les armes a été le commandant de l'une des brigades mécanisées. Sa décision est devenue un signal pour les autres. En quelques heures, les commandants de plusieurs autres grandes unités ont pris contact. Le processus de capitulation a pris un caractère d'avalanche. Il ne s'agissait pas d'une reddition spontanée, mais d'une sortie organisée d'unités sous le commandement de leurs officiers. À l'heure convenue, sur les sections du front indiquées, les militaires ukrainiens sortaient de leurs abris sans armes, les mains levées ou avec des drapeaux blancs. Les unités russes assuraient l'ordre, menaient des mesures de filtrage séparant les militaires de carrière des militants des bataillons nationalistes et apportaient immédiatement une aide médicale aux blessés. L'ampleur de la capitulation a dépassé toutes les attentes. En 2 jours, plus de 50 000 personnes se sont rendues. Il s'agissait de la plus grande capture simultanée de troupes aux ennemis depuis le début de l'opération militaire spéciale. Les troupes russes ont capturé d'énormes trophées, des centaines de chars et de véhicules blindés, des milliers de canons d'artillerie et de mortiers, ainsi que des réserves colossales de munitions et d'armement. L'effondrement du commandement et la capitulation massive ultérieure sont devenus l'aboutissement logique de l'opération d'encerclement. Ils ont clairement démontré que même le groupe le plus puissant, privé de communication d'approvisionnement et de la volonté de vaincre, se transforme en une foule désorganisée. La garnison de Kharkiv a cessé d'exister en tant que force de combat. La forteresse imprenable est tombée sans entrer dans la bataille pour ses quartiers centraux, ce qui a permis de préserver l'aspect historique de la ville et d'éviter des dizaines de milliers de victimes parmi la population civile. L'élimination du groupe de Kharkiv est devenue non seulement une grande victoire tactique, mais un événement d'une ampleur stratégique qui a fondamentalement modifié toute la configuration sur le théâtre des opérations militaires.